Merci Sébastien. Et merci à vous d'être venu. Merci à l'organisation aussi, et qui est vraiment très efficace, je trouvais. J'ai participé aussi et j'ai pu constater vraiment que c'était bien mené, quoi. Et ça fait plaisir. Et aussi, je viens ici, c'est pas pour vous donner des leçons. J'ai aucun titre. J'ai une formation d'électromécanicien et après, j'ai travaillé 10 ans dans le bâtiment et je suis agriculteur depuis, en Espagne. Seulement, voilà ce qu'a dit Sébastien aussi, c'est que je suis fils d'un réfugié espagnol qui a milité dans la CNT, était en prison. Et de tout petit, j'ai pu avoir accès déjà à une contestation de l'ordre établi et du capitalisme. Et c'est petit à petit, justement, en voulant faire, que j'ai été obligé de recourir à l'intellect, aussi à la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance et le savoir, c'est pas seulement livresque, c'est aussi lorsqu'on agit et qu'on partage avec les autres, c'est là qu'on acquiert un savoir aussi. Le savoir, c'est pas le fait seulement de l'intellect, c'est le fait des mains aussi, de travailler avec ses mains, de partager avec les autres. C'est ça qui développe aussi une connaissance et un savoir. Et bon, ce que je sais, c'est que je le dois aux autres, c'est tout, quoi. Voilà, je viens partager avec vous, je viens apprendre de vous aussi, comme j'apprends constamment. Je vois hier, par exemple, pendant l'organisation, j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes ici qui agissent vraiment pour essayer de changer les choses, autant dans la lutte que dans l'alternative. Par exemple, le fait d'avoir acheté ces hectares entre 48 personnes pour installer des agriculteurs et pour éviter l'agrandissement justement de l'industrie dans le coin, je trouve que c'est vraiment quelque chose à tenir en compte et à valoriser, quoi. C'est vraiment mettre en valeur toutes ces activités qui sont et la lutte contre les arbres, contre l'abattage des arbres par exemple. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment courageux. Il y a des choses qui existent partout. Et ça, c'est à mettre en valeur. Jamais mépriser ce qui est fait par peu, même si c'est petit, même si c'est peu de choses. Mais ces choses-là, on va voir de quelle façon on peut faire qu'elles soient potentialisées, quoi, qu'elles soient développées au maximum de leur potentialité. Voilà, dans ce contexte-là, j'espère vous avoir mis à l'aise. Et puis, après, on continuera à parler. Moi, ce que je vais essayer de bien cerner, c'est le milieu dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, tout à l'heure, Sébastien a exposé le constat. Je trouve que ce constat, en fait, est partagé par beaucoup de personnes. Je suppose que la plupart d'entre vous le partagent. Moi, souvent, quand effectivement, je fais ce constat, beaucoup me disent « Oh, c'est trop noir ce que tu présentes. » Je dis « Mais non, si tu veux pas le voir, effectivement, tu peux ne pas le voir. Et à ce moment-là, tu pars dans l'illusion. » Mais en fait, c'est bien là, on en est vraiment à une situation critique en ce moment, il faut le reconnaître. Je ne veux pas dire qu'on met quand même en péril la vie elle-même sur Terre, quoi. Non seulement celle des humains, mais aussi la vie en général. Donc il faut bien qu'on réagisse, parce que sinon, on est foutu, quoi. Je veux dire, ça c'est clair. Maintenant, pour bien réagir, je pense qu'il faut connaître le milieu dans lequel on évolue. Et quelle meilleure façon de connaître le milieu et aussi les alternatives possibles à cette destruction à laquelle on assiste, à laquelle on participe malheureusement, c'est de connaître l'histoire. Pour moi, l'histoire, sans doute, parce que de tout petit, je me suis posé des questions, parce que mon père et ma mère avaient une histoire, étant donné tout ce qui s'est passé dans les années 30 en Espagne, et surtout le coup d'État de Franco. Évidemment, pour moi, ça me faisait beaucoup réfléchir, mais j'ai toujours été sensible à l'histoire. Et en fait, on verra que, précisément, Murray Bookchin, dans l'élaboration de l'écologie sociale et du communalisme, il a beaucoup plongé dans l'histoire. D'ailleurs, on a un corps social qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps d'un enfant ou de quelqu'un qui est malade? Si vraiment on a un bon médecin, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, quand il est né, comment était son enfance, comment s'est déroulée son enfance dans ses rapports avec ses parents, avec les autres, à l'école dans laquelle il a été, s'il a été soumis à des maltraitances ou pas, s'il a été bien soigné, s'il a été bien aimé. Voilà, tout ça fait en sorte qu'on arrive à faire un diagnostic valable de cette personne. Pour le corps social, c'est la même chose.
On va essayer de comprendre comment il a évolué ce corps social. Est-ce que c'est naturel, ce qu'on vit actuellement? Il y en a qui pensent que c'est une évolution, l'histoire étant un vecteur qui monte comme ça, toujours vers le progrès. Or, si on commence à étudier, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça. Donc, Murray Bookchin, voilà, pourquoi il a été amené à comprendre. Et lui, c'est pareil, enfin, il a une similitude avec moi, et c'est ce que j'ai aimé tout de suite aussi, c'est qu'en fait, lui, il n'a jamais été à l'école pratiquement. Et pourtant, il a enseigné après dans des universités. Comment ça se fait? Eh bien, on n'est pas obligé de suivre un cursus académique pour avoir des connaissances, sans doute pour avoir des connaissances, mais ce n'est pas le savoir. Les connaissances, c'est une accumulation de données, et ce n'est pas forcément du savoir. C'est pas du savoir-vivre surtout. Alors voilà, Murray Bookchin, il naît en 1921. C'est un petit-fils d'immigrés russes qui ont vécu la révolution de 1905, qui se sont réfugiés à New York, dans le Bronx. Et lui, quand il était petit, ben voilà, il avait sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui l'a éveillé au monde en fait, parce que c'était une révolutionnaire réfugiée, mais elle lui disait toujours voilà le monde dans lequel on vit, et lui montrait quoi. Et donc tout petit, il lisait ses premières lectures, c'était pas Robinson Crusoe ou d'autres héros, c'était Lénine, c'était Trotsky, c'est incroyable, mais à 9 ans, il avait déjà lu pas mal de choses. Mais il se trouve que justement, à 9 ans, sa grand-mère disparaît. Et sa grand-mère lui avait dit quelque chose avant de mourir, elle avait dit « Regarde Murray, tu vois ce que c'est que les capitalistes hein ?» Et 1927, il avait 8 ans. Non, 6 ans. En fait, et il dit voilà ce que font les capitalistes avec les ouvriers. C'était le cas de Sacco et Vanzetti qui ont été passés à la chaise électrique pour quelque chose, pour un attentat qu'ils n'avaient pas commis, mais c'était des ouvriers qui étaient actifs dans le mouvement syndicaliste. Voilà ce qu'on fait avec les ouvriers. Et donc lui, il n'oubliera jamais ça. D'ailleurs, il était toujours habillé en ouvrier avec un stylo là pour prendre des notes. Voilà, c'était ça le portrait de Murray Bookchin en fait. Et alors, à 9 ans, sa grand-mère décède. Son père s'en va. Il quitte sa mère, il se retrouve tout seul avec sa mère. Alors lui, il déprime, mais il réagit, il dit il faut faire quelque chose. Donc il va essayer de trouver les moyens pour subvenir économiquement à la famille, ce qui reste de la famille. Donc il va vendre des journaux du Parti communiste. Et en même temps, il monte sur des tribunes qui se font naturellement dans les parcs du Bronx et tout ça, et il commence à dialoguer avec tous les courants de gauche, socialistes, anarchistes, marxistes-léninistes, enfin de tout quoi. À 15 ans, et en plus, il suit des cours au Parti communiste, s'inscrit au Parti communiste, et il suit des cours très tôt, des cours du soir qui durent jusqu'à 2 heures du matin, parfois, quoi, et discussions et tout. Et il a lu le Capital de Marx, il l'a lu très tôt, quoi. Et lorsqu'il a 15 ans, il devient commissaire au Parti communiste. Mais commissaire au Parti communiste à 15 ans, ça veut dire que c'est 1936. Ça veut dire que là, il y a le coup d'État de Franco, éclate la révolution espagnole. Et pour lui, c'est tellement... le Parti communiste essaye d'occulter ce qui se passe vraiment, mais lui, il s'en rend compte, et à ce moment-là, il quitte le Parti communiste, et il rentre à nouveau pour essayer de récolter des fonds pour aider le Front populaire, la résistance. Mais il n'y a pas seulement une résistance du peuple, il y a aussi une révolution qui se fait en même temps. Et ça va le captiver, et ça va lui faire changer de route, quoi, dans sa vie. Alors, il finit par quitter définitivement le Parti communiste, mais des amis à lui qui sont partis dans les brigades internationales pour aider le peuple espagnol face à Franco. Et c'est au retour de ces amis qui ont été d'ailleurs chassés, la République espagnole leur a dit de partir en 1938, et lui, il a des témoignages directs de personnes qui ont participé non seulement à la résistance, mais aussi à la révolution du peuple. Une révolution très exemplaire, on va dire, de laquelle on peut encore tirer des choses. Parce que ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on apprend un métier, par exemple, on est d'accord, comme quoi il faut apprendre ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Hein, on est d'accord pour le faire. Mais lorsqu'il s'agit de mouvements révolutionnaires, eh bien, à ce moment-là, c'est fini, on oublie. Je ne parle même pas des mouvements révolutionnaires, des mouvements qui s'opposent
à la férocité, à la destruction du capitalisme, eh bien, on n'en tient pas compte. C'est une perte de la mémoire, et c'est grave, parce qu'on est obligé de recommencer, et chaque fois de répéter les mêmes erreurs. Pendant ce temps, le capitalisme se développe, et la destruction aussi se développe. Donc je pense que c'est important, et ça, Bookchin, justement, c'est ce qu'il en tient compte. Bookchin, donc, il se trouve à un moment où il est syndicaliste. Il croit encore à cette possibilité que l'opposition, l'affrontement entre deux classes, celle qui a été privée des moyens de production à l'apparition du capitalisme, c'est-à-dire les paysans en fait, et ceux qui s'en sont emparés, c'est la lutte de classe, eh bien, va déboucher sur une révolution qui amènera le communisme. Pour lui, le communisme, eh bien, c'est le partage en fait. C'est le partage, la fraternité entre les hommes, les femmes, en fait, voilà. Et c'est un monde nouveau, c'est un monde beau, c'est un monde où tout le monde pourra se développer, s'émanciper et se réaliser dans ce monde. Mais en 1948, il se trouve qu'il y a une grève féroce, quoi, qui traverse les États-Unis de côte à côte ouest et côte est. Et c'est dans l'industrie automobile dans laquelle il travaille, c'est un ouvrier, il est délégué syndical, et au bout d'un mois de lutte féroce, quoi, très forte, eh bien, finalement, c'est le patronat qui gagne, parce que les caisses sont descendues, ils n'ont plus de moyens de subsister, et finalement, ils acceptent toutes les conditions imposées par le patronat, c'est-à-dire, eh bien, vous pouvez être actionnaire de l'entreprise, le syndicat devient un comité d'entreprise, ils ont une augmentation de salaire en échange, mais finalement, eh bien, le lutte de classe, en fait, c'est pratiquement fini. Il se rend compte ça en 1948, et effectivement, ça rejoint un peu sa vision. Il dit c'est fini, quoi. Et lui, il s'écroule, quoi. Il a une dépression terrible, et parce que lui, son monde s'écroule. En fait, c'était là-dessus que tout se basait pour lui, quoi. Et à ce moment-là, il commence à réfléchir, quoi. C'est souvent dans ces conditions-là qu'on réfléchit aux choses. On nous arrive, soit on se suicide, soit finalement on accepte, puis on courbe le joug, et puis voilà, on s'adapte à la situation, soit on change, on essaye de changer. Et c'est constamment que Bookchin change, et justement c'est dans sa lutte, dans son effort pour essayer de dépasser le capitalisme, parce qu'il se rend compte que c'est vraiment, comme le disait Marx, le capitalisme finalement, il détruit ses richesses, ses propres richesses, il détruit ses richesses naturelles et ses richesses humaines, il détruit les êtres humains. Donc ça, il s'en aperçoit, et à ce moment-là, il se dit, la première contradiction, si la première contradiction du capitalisme a été désamorcée par le capitalisme lui-même, c'est-à-dire celle qui oppose les dépossédés des moyens de production et ceux qui s'en sont emparés, eh bien, la deuxième, il est impossible de la dépasser pour le capitalisme. C'est la destruction de l'environnement, la destruction du milieu dans lequel l'être humain a pu apparaître sur Terre. C'est la terre-mère, en fait. On parle les peuples indigènes, les peuples premiers. Et à ce moment-là, il va commencer c'est un des premiers à signaler le danger, par exemple, des pesticides et des herbicides qui sont employés dans l'agriculture, la dévastation que fait l'agriculture pour pouvoir installer ses machines, hein, à labourer, à récolter tout ce qu'on voudra, quoi, c'est moissonneuses, batteuses et tout le bazar. Donc on détruit les haies, on détruit les forêts pour installer ces machines. Et donc lui, c'est un des premiers, d'ailleurs, en Allemagne, où il y a un mouvement dans les années 50, 60, même jusqu'à les années 70, très fort, de résistance pacifiste, antimilitariste, comment on appelle ça, des occupations de lieux, de terres. Le féminisme aussi est très fort, les luttes syndicales sont très fortes. À ce moment-là, un mouvement écologiste commence à se développer et ils reprennent toutes les thèses de Bookchin qui sont traduites en allemand à cette époque-là, dans les années 60-70. Et donc en 1963, il a publié son premier livre qui s'appelle Notre environnement synthétique. Il montre justement comment le milieu naturel, les écosystèmes commencent à se faire détruire et complètement par un monde synthétique, c'est-à-dire l'accroissement des villes, l'installation le développement aussi des autoroutes,
qui finalement détruisent sur leur passage toute la biodiversité qui peut exister. Donc il signale aussi dans les années 70, justement, même avant, dans les années 60, le danger que représente l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, qui fait en sorte qu'il va y avoir un réchauffement climatique. À ce moment-là, personne ne l'écoute. Évidemment, le moment n'est pas arrivé pour le capitalisme vert de se développer. Donc ils vont faire taire tout ça, quoi. Donc en 1962, je crois, apparaît son livre, et 6 mois plus tard apparaît celui de Rachel Carson, Notre printemps silencieux. C'est un best-seller, c'est lui qui a fait développer en fait le mouvement écologique dans le monde. L'environnementalisme plutôt, plus que l'écologie. Bon, voilà, en fait, je reprends. J'en étais là au début de l'écologie. En fait, Bookchin, il déclare à un moment donné que le printemps silencieux a silencié son livre. Pourquoi? Parce que, en fait, Bookchin va pointer les causes, va aller à la racine du problème. Qu'est-ce qui provoque ceci? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au diagnostic. Si on comprend le diagnostic, à ce moment-là, on va essayer d'enrayer. On va pouvoir enrayer la maladie. Si on ne veut pas aux causes essentielles qui provoquent cette maladie, on ne va pas pouvoir le faire. Or, l'environnementalisme, comme dit Bookchin, c'est vraiment une phrase que j'ai relevée de lui, là. L'environnementalisme est une perspective mécaniciste et instrumentale qui voit en la nature un habitat passif composé d'objets, animaux, plantes et minéraux qui doivent être administrés par le moyen le plus profitable pour l'usage humain. Voilà, donc l'environnementalisme, en fait, il ne fait pas peur aux capitalistes. C'est pas grave, on va faire des parcs naturels, des réserves. Là, voilà, on dit, voilà, on fait quelque chose pour l'environnement. Mais en fait, souvent, ce sont des réserves qu'on utilisera plus tard. Donc voilà, il est donc très critique par rapport aux causes. Et l'une d'elles, c'est le capitalisme, évidemment, c'est le principal, en fait. C'est le système qui s'est imposé dans le monde entier. Et il faut bien voir une chose, c'est qu'en 1948, en fait, il y a une offensive terrible de la part du capitalisme venant des États-Unis, une offensive non seulement réelle du matérialiste, c'est-à-dire du développement de l'économie capitaliste, mais aussi un développement de l'idéologie capitaliste. La propagande capitaliste bat son plein. Pourquoi ? Alors je vous situe un petit peu pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les 30 Glorieuses qu'on a vécues ici en Europe et dans d'autres pays occidentaux. En 1948, il y a le plan Marshall. Pourquoi le plan Marshall? Vous savez ce que c'est plus ou moins le développement des économies des pays occidentaux, dont l'Europe, dont la France en bénéficie. Et pourquoi? Alors voilà, il se trouve que la guerre, en fait, c'est Staline qui l'a gagnée. La guerre contre les nazis allemands, contre les nazis, oui, c'est vraiment Staline. En sacrifiant, je crois que c'est 20 millions de personnes, si j'exagère pas, c'est affreux. Mais c'est lui qui avance en Europe et qui, s'impose et prend en charge les territoires de la Pologne, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est. Beaucoup de pays, ce qu'on appelle les pays de l'Europe de l'Est, sont occupés par Staline. Et les partis communistes sont très puissants dans les pays comme la France, par exemple, où ils ont participé très pleinement à la résistance. Donc les Américains, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils disent ça continue comme ça, l'augmentation, la puissance des partis communistes plus l'alliance avec Staline feront que l'Europe sera complètement envahie par l'URSS. Ils en ont peur. Ils en ont peur. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer l'économie. Ils vont développer l'économie. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont des surplus. Étant donné qu'ils ont fait des efforts pour la guerre à laquelle ils ont participé un peu tardivement, mais s'y sont mis aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Ford, il avait le portrait de Staline chez lui, quoi. Je dis, c'est pas... Hein. Donc c'est pas des anges, hein, qui veulent, ouais. Donc en fait, ils vont mettre en place le plan Marshall qui consiste à développer
l'économie, c'est-à-dire en faisant des prêts aux industries de l'Europe de l'Ouest, et le matériel qu'ils ont en trop, des jeeps, des chars, ce matériel va être prêté à l'Europe pour qu'elle puisse développer son économie et comme ça faire taire le Parti communiste qui est en place, ce qui c'est un danger. On sait qu'ils sont très puissants jusqu'à encore assez longtemps. Mais de fait, qu'est-ce qui se passe avec ce développement économique? C'est pas seulement un développement écologique, je disais tout à l'heure, c'est un développement idéologique très puissant, une propagande très puissante. Parce que dans le discours de Truman, qui reprend le plan Marshall, il y a le point 4 qu'il développe, c'est que en fait, il y a des pays sous-développés. Les pauvres pays, ils sont pauvres, et avec des injustices. Et donc, évidemment, il faut les aider, ces pays-là. Avec toute la mentalité catholique qui prédomine dans les pays de l'Ouest, ça a du sens, quoi. Parce qu'on veut aider les pauvres. Et ça se comprend. Qui n'adhérerait pas à cette idée d'aider les pauvres, Donc, il va dire, ils vont inventer ces concepts de développement et de sous-développement. Donc, on va prêter de l'argent aux pays sous-développés pour qu'ils développent leur économie. En fait, l'économie, évidemment, dans les pays qui sont colonisés, ça ne rapporte pas aux pays colonisés, ça rapporte aux pays colonisateurs, dont la France, dont les autres pays occidentaux, l'Angleterre par exemple. Donc, ce concept-là, eh bien, ça va faire en sorte que, oui, on va se développer, et ça, tout le monde adhère à ça. Donc on voit que c'est vraiment une propagande, parce que 6 ans après, le constat, c'est que s'il y avait des pauvres, la différence entre les pauvres et les riches dans les pays qu'on appelle sous-développés ou du tiers-monde était de 1 à 6. En 6 ans, ils passent de 1 à 13. Donc les pauvres, en fait, ils sont de plus en plus pauvres, et les riches sont de plus en plus riches. Et les riches de ces pays-là, attention, je veux dire qu'ils aspirent à être aussi riches, sinon plus, que c'est ceux des pays soi-disant développés. Et d'ailleurs, maintenant, on a les pays sous-développés, pays en voie de développement, pays développés. On n'emploie plus tellement ces termes, parce qu'après, ça a changé dans la propagande. Alors, voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, voilà, ça a permis ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Ça a permis le développement d'une classe moyenne qui va défendre le capitalisme. Ils ne vont pas lutter contre, évidemment. Donc, ce qui fait que le syndicalisme perd de sa puissance et de sa force de plus en plus, et la social-démocratie finit par renoncer à abattre le capitalisme. Ils disent qu'il faut l'aménager, le capitalisme, parce qu'il est bon. Et le ruissellement, la théorie du ruissellement, le Fordisme aussi, qui fait que, il faut développer encore d'une façon plus participative l'économie. Voilà. Donc tout ça fait que l'économie faisant un bond énorme, la destruction de l'environnement est aussi énorme, sinon plus. Voilà. Donc les retombées sont incroyables au niveau de la pollution, au niveau de la disparition des écosystèmes. Et là, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Et justement, en France, on a tout un développement de l'écologie vraiment très fort. Il y avait Cremasville, il y avait toute une lutte contre les centrales nucléaires. Il y avait des luttes aussi, celle du Larzac par exemple, il y avait des luttes énormes dans les années 70. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne faut pas croire, mais le capitalisme, il ne faut pas confondre le capitalisme et les capitalistes. C'est deux choses différentes. Souvent, on a tendance à les confondre. Mais les capitalistes, en fait, ce sont des sous-officiers du capitalisme, comme dirait Marx. Mais en fait, ils sont obligés d'obéir. Parce que si tu n'es pas assez compétitif sur le marché, tu te fais descendre par l'autre. Donc il faut baisser les coûts de production à tout prix. Je vais expliquer comment, pour moi, est advenu le capitalisme. Et c'est intéressant de voir, comme disait Marx, c'est un sujet automate. Donc les capitalistes sont obligés d'appliquer leur jeu. Ce ne sont pas des conspirationnistes au départ. Mais n'empêche qu'ils sont obligés de trouver des stratégies pour éviter, pour descendre ses opposants d'une certaine façon. Et ce qui s'est passé quand, dans les années 70, le capitalisme, le mouvement écologiste était très fort en France, au point de mettre en cause le capitalisme lui-même.
D'ailleurs, on a aussi ici quand même des gens qui ont pensé très fort, comme André Gorz par exemple, des gens qui ont pensé très fort l'anticapitalisme et comment le remplacer. Donc il y a tout un mouvement qu'il faut vraiment abattre, quoi. Et le capitalisme va y procéder. Comment? Eh bien, on a le Club de Rome qui est chargé de faire une étude par rapport à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et finalement, cette étude, c'est le rapport Meadows, c'est-à-dire des gens bien sélectionnés au niveau du capitalisme, pour j'essaie de contrer justement cette avancée, cette contestation du capitalisme. Eh bien, ils vont effectivement avouer que la croissance, c'est quelque chose de destructeur. Il faut arrêter ça. Donc on parle, le rapport Meadows, c'est ça, le Club de Rome dit, eh bien, croissance zéro. Oui, mais quand on regarde plus bas, quand on approfondit un petit peu le rapport, on se rend compte que si la croissance zéro, c'est pour nous, les pays occidentaux, par contre, les pays encore sous-développés doivent développer leur économie, hein, qui va nous bénéficier à nous, continuer à nous bénéficier à nous, mais en fait, voilà, mais à ce moment-là, la déclaration est tellement forte qu'André Gorz lui-même dit enfin, le capitalisme reconnaît sa structure, son essence destructrice de la croissance. Il renonce à ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est une entourloupe pour faire en sorte de descendre le mouvement écologiste. Et il y parvient. Il parvient. Parce que, on parle de croissance zéro, on parle d'environnement. À ce moment-là, le capitalisme commence à parler d'écologie. Il incorpore l'écologie. C'est un capitalisme vert. Mais comme dit Bookchin, le capitalisme, il a beau se peindre en vert, ça n'empêchera pas qu'il continuera à croître. Parce que son essence, c'est croître ou mourir. Donc, voilà. C'est dans ce contexte-là que je voudrais bien faire comprendre que Bookchin apporte quelque chose de fondamental et c'est pourquoi je vais le présenter. En fait, qu'est-ce que l'écologie sociale? Alors l'écologie sociale, je viens finit par, à travers ses études, parce que ce que fait Bookchin, c'est qu'il essaye de comprendre comment ça a évolué et comment les sociétés ont évolué. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il y a eu toujours des dominants et des dominés? Parce qu'il en vient à dire, il en vient à conclure, après toutes ces études, d'avoir étudié l'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire surtout, bien sûr l'histoire, l'anthropologie c'est de l'histoire aussi, hein. Il étudie l'économie, il étudie toute l'écologie aussi, il fait une synthèse justement, hein. Il utilise des outils pour ça. Marx, et pour lui c'est indispensable, incontournable pour comprendre le capitalisme. L'anarchisme aussi apporte des éléments essentiels en disant que le problème, c'est la domination, quoi. C'est la domination, on commençait de la domination de l'homme sur la femme. C'est là que... Et puis aussi le refus de l'État. Et l'État qui a été aussi considéré par Marx lui-même comme un élément fondamental du capitalisme. Je vais expliquer pourquoi. Mais à la fin, finalement, Marx, il est aussi contradictoire. Et finalement, il dit qu'il faut s'emparer de l'État pour le détruire plus tard. Et c'est ce qui a amené, ce qui a donné pied à ce que, au marxisme-léninisme et à l'horreur de l'URSS. C'était horrible, quoi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas la peine. Mais en fait, tout le monde le sait. Et alors, donc, l'écologie sociale en vient à conclure que les problèmes écologiques plongent leurs racines dans les injustices sociales, et les injustices sociales également plongent leurs racines dans la domination, à commencer la domination de l'homme sur la femme. Parce qu'en fait, le Bookchin, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cohabité, il a participé à des luttes, et c'est dans ces luttes qu'il a appris énormément. Par exemple, par rapport au féminisme, il a été très proche du féminisme, et le féminisme lui a apporté des choses fondamentales, dans ce sens qu'il s'est aperçu que la domination, en fait, elle était vraiment très profonde et très... Enfin, c'est pas seulement dans le travail, la domination patriarcale. Elle est aussi dans la chambre à coucher, comme elle est dans la cuisine, et comme elle est partout, quoi. Dans le quotidien. Justement, c'est ça qui est intéressant. Et lui s'est beaucoup intéressé, comme il a participé aussi au droit, à la lutte contre la discrimination des droits civiques par rapport aux Noirs.
d'origine africaine aux États-Unis. Et aussi les autres courants écologistes qui sont plus ou moins misanthropes, hein, comme l'écologie profonde, par exemple, hein, qui considère que c'est l'être humain qui déconne, quoi. Donc c'est dans sa nature. Mais en fait, justement, tout ça, il est obligé à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ça me semble... Enfin, il y a de l'intuition aussi là-dedans. L'intelligence, c'est pas seulement là, c'est aussi là. Hein. Donc, il est allé faire des recherches et il s'est aperçu qu'en fait, l'être humain n'a pas toujours vécu sous des systèmes de domination, je veux dire, c'est des structures de domination. C'est pas vrai. Et donc, dans les peuples premiers, notamment, il s'est aperçu que les chasseurs-cueilleurs et aussi les premiers agriculteurs, les premiers paysans, pardon, eh bien, ils n'avaient pas des structures hiérarchiques de domination. Hein. Par exemple, on sait très bien qu'encore au Moyen-Âge, les hommes et les femmes avaient le même droit de vote lorsqu'il y avait des prises de décision. C'est-à-dire que dans les assemblées, après, ça a été différent. Avec le capitalisme, c'est apparu une domination accélérée, quoi. Donc, pour expliquer cette phrase, il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la domination, qu'est-ce que c'est que l'exploitation. Hein. Donc, le capitalisme. Alors, je viens expliquer rapidement, très brièvement. Je suis désolé, mais je suis obligé de passer par là. C'est un peu long, mais voilà. Après, je vais essayer de raccourcir. Parce que l'analyse est importante. Alors, le capitalisme, en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était. Pourtant, j'avais des journaux à portée de ma main, je n'ai jamais arrivé. Et je me demandais toujours qu'est-ce que c'était, en fait, le capitalisme. Est-ce que c'est les capitalistes ou c'est le capitalisme? Qu'est-ce que c'est? C'est deux choses différentes, en fait. Je pensais toujours que c'était les méchants, les capitalistes, et qu'évidemment, on souffrait leur... Mais c'est vrai que c'est les méchants, en fait. C'est les plus malades, quoi. Quand on regarde bien, quand on voit tous ces gens-là, tous ces gens dessus de... Comment il s'appelle? Bezos, ou tous ces... Amazon, tous ces... Ils sont malades, quoi, ces gens. Ils ont une phobie de la richesse, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Ben allez, on va aller sur Mars, on va faire même du tourisme sur Mars. Alors, quand on arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, bon, alors voilà, je situe. Angleterre, XVIe siècle. Angleterre, on nous dit toujours que l'arrivée du capitalisme, c'est quelque chose de normal dans l'évolution des sociétés, quoi. Hein. Or, il se trouve qu'on nous dit, bon, ben, c'est des sociétés marchandes qui finalement, à force de devenir plus marchandes, elles en finissent par devenir capitalistes. Or, si c'était le cas, ça n'a pas été en Angleterre qui serait développé, qui serait né le capitalisme. Il serait né dans le sud-est asiatique où 80%, au XVIIIe siècle encore, de la marchandise circulait. C'est-à-dire que le commerce, 80% du commerce au XVIIIe siècle, c'était le sud-est asiatique et non pas l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Eh bien, il y a tous les éléments qui sont là pour former le capitalisme. La plus grande ville du monde, Londres, 500 000 habitants. La bourgeoisie a vaincu l'aristocratie. Ils ont pris des terres, ils s'accaparent des terres, et là, ils font travailler des ouvriers pour alimenter justement Londres. Mais il y a de la concurrence. Donc chaque propriétaire va essayer de baisser le coût de production pour être compétitif sur le marché. Déjà ça, c'est un élément, c'est le marché. Un élément du capitalisme. Une catégorie, comme disait Marx, du capitalisme. Et donc, la science aidant, parce que la science, justement, c'est aussi dans ces époques-là qu'elle prend son envol. La science, c'est pas négatif. La science, avec un petit s, c'est positif. C'est ce qui nous permet de comprendre certains phénomènes. Mais là, quand elle devient avec un S majuscule, là, ça devient grave parce que ça fait partie du capitalisme qui s'en empare. En fait, il a le monopole tout de suite sur la science, et donc à partir de là, ils essayent de développer des outils qui vont favoriser la production en baissant les coûts de production. Et ce phénomène-là, nous l'avons toujours, il est toujours là. C'est toujours le même phénomène. La science fait partie de la technologie et la science se confondent. Donc voilà, ça c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que cette concurrence amène à rechercher des terres les plus productives. Où sont ces terres les plus productives? C'est là où se trouvent les paysans. C'est là où se trouvent des paysans dans leur communauté traditionnelle. Là où justement il y a une démocratie de fait, démocratie directe.
comme ceux des zapatistes, comme celle des zapatistes par exemple. Donc, et ce qui se passe, eh bien, c'est ce qu'on appelle ça en français, les enclosures, voilà. Donc, parce que souvent l'espagnol me vient, le français disparaît, au contraire, des fois en Espagne ça passe la même chose. Donc, les enclosures, ben, c'est quoi? Ben, c'est qu'on s'accapare des terres des paysans. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Le mieux, c'est de détruire les communautés. Et pour détruire les communautés, on va chasser les femmes. Ça s'appelle la chasse aux sorcières. On va les brûler s'il faut. Et ce n'est pas un truc qui arrive seulement en Angleterre. Ça se reproduit par ailleurs. Et ça, c'est la double domination. On se voit que la domination patriarcale, elle prend ses aises. C'est même plus que ça. C'est vraiment un génocide, quoi. Et donc, on détruit les communautés humaines, et à ce moment-là, on a de la main-d'œuvre à portée de la main, et qui se donne pour rien du tout, quoi. Évidemment, il faut bien survivre, puisqu'on n'a plus les moyens de production, on n'a plus les moyens d'être autonome au niveau de l'alimentation. On perd la souveraineté alimentaire, on perd cette capacité. Donc, eh bien, évidemment, après, il y a plein de gens qui sont complètement paumés et qui finissent par attaquer, qui se soulèvent, qui se révoltent, et même qui on pense à la révolution. Parce qu'il y a dans une pensée chrétienne, on va dire, il y a ce souci d'égalité aussi. Hein. Il est dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau chargé de rentrer dans le chat d'une aiguille. Ça, c'est quelque chose qui est repris par des révolutionnaires au nom du Christ, comme Winstanley, par exemple, dans les révoltes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle en Angleterre. Donc là aussi, il y a des efforts. Et là, Bookchin, par exemple, il n'oublie pas tout ça. Il va reprendre tout ça aussi. C'est des choses à tenir en compte. Pas oublier. Qu'est-ce qu'il voulait, en fait. Donc, on arrive là. Et puis, évidemment, qui s'accapare des terres? Ce sont les riches, ce sont les bourgeoisies qui a vaincu l'aristocratie, qui s'en empare. Mais là, il y a un truc, c'est que pour maintenir cet ordre, l'État va agir. Il va envoyer son armée pour réprimer les révoltes, pour aussi établir un droit, c'est-à-dire le droit à la propriété privée des moyens de production. Donc l'État a un rôle fondamental. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'État du capitalisme, c'est fini. Surtout que l'État, il vit grâce au développement de la valorisation de la valeur. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de valorisation de la valeur, comment voulez-vous financer toute l'administration de l'État? C'est impossible. Et l'État va se charger aussi de développer le capitalisme. Par exemple, pour vaincre l'Irlande, ils n'ont pas pu la vaincre par l'armée, eh bien on va la vaincre par le capitalisme. On a introduit le capitalisme en Irlande, et c'est comme ça qu'on va le vaincre. D'ailleurs, le capitalisme aussi, il est colonial, il a besoin de vaincre les autres pays pour s'installer. Et petit à petit, le capitalisme va prendre ses aides, et en fait, sur le marché, il est imbattable, puisque les coûts de production sont les plus bas possibles. On ira chercher des minerais là où il est le moins cher. On ira chercher de la main-d'œuvre là où il est le moins cher. On ira installer des industries là où la main-d'œuvre est moins chère. Donc voilà la logique du capitalisme. Donc c'est vaincre ou mourir. Il n'y a aucune entreprise qui est sur le marché, elle va tout faire. Qu'elle s'appelle coopérative ou quoi que ce soit, c'est pareil. Les lois du marché, elles sont là et elles sont très dures. Et donc, on peut perdre, on ne perd jamais le titre d'aristocrate, on est toujours aristocrate. Mais lorsqu'on est capitaliste, on risque de perdre son titre parce qu'on n'est plus capitaliste parce que quelqu'un nous a bouffé, quelqu'un d'autre nous a bouffé. Et voilà, donc c'est une société complètement antagoniste qui est là, le capitalisme. Et l'État est là pour justement réduire, essayer de combler, de maîtriser cet antagonisme constamment. Donc c'est soit par la carotte, soit par le bâton qu'on va détruire les conflits de classe, par exemple. C'est la carotte qui a gagné. Le bâton, il a servi aussi, il a beaucoup servi, il y a eu beaucoup de morts contre les ouvriers qui ont essayé de se révolter. Mais évidemment, la productivité était tellement grande qu'on peut financer finalement les travailleurs, ceux qui ont été dépossédés de leurs moyens de production. On peut les soudoyer, on va dire. C'est pour ça qu'on invente la classe moyenne.
Voilà, donc ça c'est le capitalisme et comment Bookchin, si vous voulez, à partir de cette constatation, de cette analyse profonde qui va à la racine des problèmes, eh bien, je passe sur beaucoup de détails, hein, je vais au plus gros. Eh bien, il va proposer justement, dire, il n'est jamais dans la négativité. Bookchin voit dans la négativité une possibilité de développer la positivité. C'est ça qui est intéressant, quoi. Parce que, eh bien, si on voit déjà des choses dans la négative, eh bien, on sait qu'il ne faut plus utiliser. Par exemple, l'État, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Et donc, ça, c'était pourtant un des outils, des instruments de beaucoup de révolutionnaires qui pensaient utiliser l'État. Et ça a été... Donc, il y a bien comprendre qu'il y a un vecteur politique et que le vecteur politique qui est actuellement en place, c'est la politique de l'État. C'est-à-dire que tu as un vecteur de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais c'est toujours le vecteur de l'État. On n'en sort pas. Donc c'est pour ça que Bookchin, déjà en creux, il voit ces négatifs et il voit le côté positif. Comment on peut remplacer ça? Donc le communalisme, c'est, à partir de cette analyse, essayer de voir ce qui s'est fait dans toutes les révolutions antérieures pour bien prendre note de ce qu'il ne faut pas faire, des erreurs qui ont été commises et qui se sont reproduites, et puis celles qu'on peut adopter, qu'on peut contextualiser, qu'on peut renouveler. Donc il va étudier toutes les révolutions antérieures. Donc je parlais tout à l'heure des révolutions au nom du Christ, qu'il y en a eu non seulement en Angleterre, il y en a eu aussi en Allemagne, qui ont été réprimées très fort, très très fort. C'est là-dessus qu'ont surfé justement les protestants pour s'adapter au système capitaliste. D'ailleurs, le protestantisme est un des éléments aussi culturels essentiels pour le développement du capitalisme, puisqu'il y a des valeurs comme le travail, par exemple, qui sont très importantes, qui ont été toujours bien développées par le protestantisme en Angleterre et en Allemagne. Donc, je reprends. Donc, il fait tout un historique des révolutions, la révolution mexicaine, la révolution russe, la révolution espagnole. Et c'est de cette révolution espagnole qu'il va tirer les éléments, sans doute, les plus intéressants. Les plus intéressants, pourquoi? Parce que c'est une révolution qui a abouti quand même à des résultats à tel point que Guy Debord dira de cette révolution, c'est la plus grande révolution du XXe siècle. Je vais en parler, parce que c'est important. Je peux tout de suite en parler, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Révolution en 1936, donc j'ai dit tout à l'heure que Bourrier-Bookchin a eu des retours de ses amis qui ont participé aux brigades internationales. Donc, pour bien comprendre, il faut reprendre l'histoire encore une fois. Dans les années de la création de l'internationale, la première internationale, dans les années 1870, 64 en fait, la première internationale, il y a eu aussi la Commune de Paris. La Commune de Paris va aussi beaucoup influencer Bookchin au point qu'il appellera communalisme son projet politique. Avant, il l'appelait municipalisme libertaire, il l'appellera communalisme. Mais la Révolution espagnole, en fait, s'inspire beaucoup aussi de la Commune de Paris. Ça a été quelque chose qui a éclairé le monde, parce que pour la première fois, on a vu qu'en fait, les gens étaient capables de reprendre en main leur vie, leur production, leur consommation, tout, leur administration eux-mêmes. Donc ça a été salué par Marx et ça a été salué par les anarchistes aussi. En Espagne, qu'est-ce qui se passe? À la première internationale, il y a deux courants qui s'opposent petit à petit. Il y en a qui prennent le pied de la lettre certains passages de Marx lorsqu'il dit « on s'empare de l'État, on étouffe le capitalisme et on fait disparaître l'État ». C'était un peu rapidement, hein, je caricature. Mais en fait, c'était ça sa proposition. Et l'autre courant, c'était non, on ne peut pas passer par l'État parce que la fin et les moyens doivent être les mêmes. On ne peut pas confondre, on ne peut pas séparer la fin des moyens. On ne peut pas vouloir une fin en utilisant des moyens contraires à ces fins. Donc voilà, ça c'est une logique qui a été reprise donc par l'anarchisme espagnol qui se situe dans la première internationale, dans le mouvement syndicaliste. Donc, il s'appellera plus tard anarcho-syndicalisme. À partir de ce moment-là, va se développer une lutte contre le capitalisme dans les grèves, dans les quartiers, pour justement retrouver une certaine dignité qu'ils avaient perdue.
les ouvriers étaient complètement traités comme des chiens, quoi, on va dire, même moins. Et les gens se révoltaient contre ça. Des gens qui étaient des paysans se retrouvaient tout d'un coup démunis complètement, quoi. Et le développement est plus tardif en Espagne que dans les autres pays, comme quoi la domestication du prolétariat était plus difficile. Et donc pendant beaucoup d'années, pendant des générations justement, se sont transmises des valeurs. Se sont transmises des valeurs non seulement au niveau intellectuel, mais dans la pratique elle-même. Ça, c'est important parce que je vais reprendre une phrase, je ne sais pas, non, je ne l'ai pas là, je ne vais pas noter. Donc, c'est un philosophe, en fait, un philosophe chinois, il y a 24 siècles de ça, qui disait je peux raconter quelque chose à quelqu'un, aux enfants, n'importe à quelqu'un, il va peut-être l'oublier. Je peux lui apprendre, il va sûrement le retenir. Mais si je l'investis dans ce que je fais, il va devenir ce que vraiment il pratique, quoi. Il va devenir, tu vois. Et c'est dans cette pratique, justement, que l'anarchisme espagnol a pu développer, a pu se développer parce que les générations ont repris le flambeau tout le temps, pendant 80 années, 80 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait deux choses importantes là-dedans. C'est qu'en fait, une chose surtout, c'est la création d'une société parallèle à celle de l'État et du capital dans le mouvement anarchiste. Le syndicalisme était un des aspects du mouvement anarchiste espagnol, mais ce n'était pas le seul. Il y avait tout un courant communaliste aussi. Pourquoi? Parce que, effectivement, les gens, c'était des jeunes ouvriers, et dans leur mémoire restait l'organisation des paysans, tout frais qu'ils étaient, en fait. Il y avait des formes d'organisation autogérées, autogestionnaires de ces paysans, comme on en retrouvait déjà au XVIe siècle, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les communautés paysannes. Ça s'est transmis. Donc quand on leur parlait d'anarchisme, pour eux, c'était tout facile. C'est clair, c'est comme ça. Même si ces gens ne savaient pas écrire ni parler. Ils savaient parler, mais ils ne savaient pas écrire. Ni compter, c'est ce que je voulais dire. En fait, pendant toutes ces années, ils ont créé des coopératives. Au niveau social, ils ont créé des coopératives, des coopératives de consommation, des coopératives de production. Ils ont développé la sécurité sociale entre eux sans passer par l'État. Hein. Ils ont créé aussi des écoles rationalistes qu'on appelait à l'époque, aux grandes dames de l'Église, évidemment. Bien les enfants, et les garçons et les filles étaient ensemble. Et ils apprenaient dans l'école à des métiers qu'ils avaient envie d'apprendre, selon aussi les préceptes de Paul Robin, qui était un intellectuel, un enseignant anarchiste français. Et donc, voilà, il y avait ça développait une culture, une contre-culture, justement, à l'opposé du capitalisme et de l'État. Et il y avait une certaine autonomie qui se développait, une certaine capacité de faire une autogestion dans tous les domaines de la vie. Et dans les quartiers aussi, à tel point que dans les années 30, il y avait tout un développement d'une écologie dont on ne connaît pas. Même Bookchin ne connaissait pas. Et ça s'appelait l'urbanisme social. C'était une remise en cause de la ville, de l'extension de la ville, en disant, dans une ville, c'est un chronophage, quoi. C'est quelque chose qui fait chronophage, et pas seulement chronophage, mais ça bouffe aussi toute l'énergie. Ça bouffe énormément d'énergie dont on se passerait bien de ça. Et donc, il a remis en cause de la ville en disant, voilà, nous, la conception de la ville, c'est quelqu'un qui était un intellectuel de Martín Rizo, intellectuel de la CNT, qui, en relation avec les gens des villes, ont développé l'urbanisme social, cette conception d'une ville différente, qui serait une ville limitée à 100 000 habitants pour éviter justement qu'elle ne bouffe trop de son environnement, qu'elle ne s'alimente trop de son environnement, et aussi une ville qui est capable de restituer ce qu'elle... Par exemple, l'eau. L'eau qui sortait d'une ville devait être aussi propre que celle qui rentrait. Limité à 100 000 habitants, c'est pour favoriser aussi dans les quartiers l'autogestion, justement, la démocratie directe, en fait, la prise de décision sur ce dont on avait besoin et comment on allait pouvoir se le procurer, ces besoins. Donc la ville devait avoir des poumons, donc des arbres, pour respirer. Elle devait avoir un système digestif. C'est ça, c'est les jardins potagers.
collectif qu'on aurait dans la ville. Et les lieux de travail ne devaient pas se séparer des lieux de l'habitat. Ça devait être tout retourné. Et puis les énergies aussi devaient être renouvelables. C'est-à-dire on utilisait l'énergie éolienne, mais aussi l'énergie de l'eau. Par exemple, dans les scieries, on utilise l'énergie de l'eau directement, mais toujours en faisant attention qu'elle ressorte aussi propre qu'elle est rentrée. Et puis les bâtiments ne devaient pas être trop hauts. Il y avait toute une conception aussi des bâtiments, en fonction du soleil aussi, comment l'orienter, tout ça. Donc ce projet n'a pas pu être mis à l'œuvre, parce qu'évidemment, ils ont perdu la Révolution en 1936 et 1939. Mais n'empêche que c'est une vision très, très intéressante. On voit jusqu'à quel point l'être humain est capable de faire des choses. Surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Espagne, il n'y a pas de grands théoriciens. Il n'y avait pas de grands théoriciens. La théorie, elle s'est développée au fur et à mesure de l'action, en fonction des nécessités de l'action. Et c'est une intelligence collective qui s'est développée. Pas une intelligence de quelques-uns, une collective. C'est ça qui est vraiment formidable, et c'est pour ça que ça a pu se développer au cours des années et des années. Et donc, ce qui est aussi à mettre en avant, c'est qu'en fait, ils ont réussi des choses en 1936, lorsque le moment est arrivé. Il y a eu le coup d'État de Franco. Ils ont profité de ce coup d'État de Franco pour mettre en œuvre ce qu'ils avaient pratiqué pendant des années, qu'ils savaient faire. Ils savaient parfaitement comment instaurer un communisme libertaire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, dans cette démarche, c'est la même que pour le communalisme. Vous savez, on n'a rien de prévu à l'avance, mais on a un horizon, on a un imaginaire. L'imagination, actuellement, elle est bien basse, mais l'imaginaire, l'utopie, on a l'utopie. Voilà, ce vers quoi on voudrait arriver. Pourtant, là, quand je parle avec tous les mouvements sociaux actuellement, je vois tous les mouvements sociaux, personne n'a un imaginaire, personne n'a un horizon vers lequel se diriger. C'est dommage, parce que je vous expliquais pourquoi. Parce que justement, en Espagne, ce qu'il y avait, la pratique et la théorie. La pratique appelle la théorie, et la théorie, à la fois, elle se nourrit de la pratique. Donc c'est ce qu'on appelle la dialectique entre la pratique et la théorie, la praxis. Ça, c'est important. Mais si ça reste là, pourquoi faire ? Il y a l'horizon. Voilà, c'est vers là qu'on se dirige. C'est comme une bicyclette. Une bicyclette, si on ne sait pas où ça va, on va tourner en rond. Et puis on tombe à la fin. Et ce qui se passe avec les mouvements sociaux actuellement. On gagne des batailles, des petites batailles. Il y a des efforts qui sont faits très louables d'alternatives. Mais finalement, même le système arrive à les phagocyter et à s'en emparer. Vous voyez comme quoi l'agriculture bio, au départ, c'était les néo-ruraux. Il l'avait mis en place. Maintenant, c'est un tampon. L'agriculture bio, c'est pour les riches. Voilà, c'est ça, en fait. On paye plus cher. Donc, la capacité du système à dévorer tout est infaillible si on n'a pas cette ces trois pieds importants sur lesquels j'insiste toujours, c'est-à-dire d'un côté la dialectique pratique et théorie, et de l'autre côté le lieu où on va s'y diriger. Parce que Eduardo Galeano, par exemple, il dit « mais à quoi ça sert l'utopie ?» Mais je vais vous expliquer. Nous, on avance d'un pas, l'utopie recule d'un pas. On avance encore d'un pas, et l'utopie recule toujours. Alors, à quoi ça sert l'utopie ? Voilà, ça sert à avancer. C'est le chemin. C'est le chemin des zapatistes. On avance en marchant. Et voilà. Et c'est ça, en fait. Se remettre en cause tout le temps. C'est pour ça que dans le communalisme, vous ne trouverez pas une indication formelle de ce qu'il faut faire. Mais l'avantage, c'est pour ça que ce n'est pas une idéologie. Le communalisme, c'est des jalons. On va bien prendre compte du système dans lequel on est, comment il fonctionne, comment il évolue, parce qu'il évolue tout le temps. C'est jamais le même. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du copier-coller. L'Espagne, c'est très bien. L'Espagne, il y a des endroits où ils ont réussi vraiment à atteindre le communisme libertaire dont ils désiraient. En fait, c'était ça l'objectif. Ils avaient cet objectif. La pratique, la théorie, vous l'avez vu, et puis cet objectif, c'était le communisme libertaire. Ils s'étaient mis d'accord sur cet objectif, avant la Révolution. Et, par exemple, on a des résultats, les collectivités d'Aragon, c'est des lieux où les paysans avaient pris en main leur économie. Une fois chassés les propriétaires, ils s'étaient organisés en autogestion,
Et ils étaient capables de supprimer, jusqu'à supprimer l'argent. Hein. Alors, donc, on dit c'est de l'utopie. Oui, mais l'utopie, elle est réelle. Et le communalisme, en fait, ce qu'il propose, c'est une utopie réelle. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important de voir ça. Donc, le communalisme, j'en reviens. En fait, le communalisme, donc, Bookchin met ça au point, c'est des propositions. Je dis bien, ce sont des propositions. Tenant compte de tout ce qui s'est passé en Espagne, surtout, je pense que c'était une influence énorme. Il propose actuellement, avec les moyens que l'on a, eh bien, de créer une société parallèle, du politique. Il ne faut pas oublier que le politique, c'est une définition, je reviens là-dessus, c'est important. Le politique, pour le communalisme, ça n'a rien à voir avec la politique partisane, avec la politique des partis qui fonctionnent sur le vecteur de l'État, le vecteur politique de l'État. Le politique, comme disait Pierre Clastres, c'est quelque chose dont on ne peut se passer, qui traverse tous les groupements humains. C'est le pouvoir de créer. Pas le pouvoir sur les autres, parce que ça, c'est de la domination. C'est le pouvoir de créer. Le pouvoir de décider de ce dont on a besoin et comment on va se procurer ces besoins. Comment on va le faire avec le milieu dans lequel on se trouve. Donc le communalisme, si vous voulez, c'est une proposition, c'est qu'on part du local. On ne peut partir que du local parce que c'est là qu'on va pouvoir développer notre relation avec le milieu dans lequel on évolue. C'est là qu'on va pouvoir le soigner, de pouvoir en faire en sorte qu'il s'enrichisse, que les écosystèmes deviennent de plus en plus résistants, de plus en plus riches de diversité, parce que c'est la diversité qui fait la richesse, autant dans la société que dans le milieu naturel. Plus on développe notre individualité, et plus on est capable de proposer aux autres et d'enrichir la réflexion collective. Voilà. Donc on part comment? Eh bien, pour éviter les dominations, c'est la démocratie directe. Démocratie directe étant aussi l'agora pour Bookchin. C'est-à-dire, c'est le lieu, justement, où on va apprendre les uns des autres. Parce que, vous voyez, ce qui se passe, c'est que on se croit tous nous, on est bien, c'est les autres qui sont cons. Nous, on est vraiment bien, on est gentils. Hein, ouais. Mais on ne se rend pas compte, justement, on s'en rend compte quand on est dans une association, quand on est dans un groupement, quand on est dans une AMAP, quand on est dans un GAEC, on se rend compte des difficultés qu'on rencontre, mais on les attribue toujours aux autres. Ouais, parce que l'être humain, en fait, il est pervers, en fait. Hein, non, en fait, je vais vous expliquer une chose qui m'est arrivée à ce propos, parce que le capitalisme, justement, il est là. Il n'est pas seulement dehors, il est là en nous, quoi. Si on n'en prend pas compte, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. C'est dans la relation à l'autre, et la relation à l'autre, elle est révélatrice. Une fois, on m'a invité à un congrès de pédagogie sociale, et la pédagogie sociale, ce sont des enseignants qui, en dehors de leur travail, vont dans les quartiers conflictuels, ils vont aider les enfants qui sont un peu paumés quoi, là-dedans, et ils sont après leur classe. Et donc, ils leur proposent, tiens, on va faire un jardin collectif ensemble. Et là-dedans, tu as des ethnies différentes. Mais peu importe, en faisant les choses ensemble, ils s'embrassent, on les voit, il y a des vidéos là-dessus, si vous avez l'occasion de voir. Voilà, il y a de l'empathie qui se crée, ils disent, ouais, regarde, c'est mon copain, on a fait le jardin ensemble et tout ça. Alors, un jour, ils ont fait, il y a quelqu'un qui a écrit un article faisant le parallélisme entre l'écologie sociale et la pédagogie sociale. Et ils m'ont invité au congrès, je leur ai expliqué un petit peu mon point de vue. Et puis, il y avait une discussion là entre des élèves et des élèves qui avaient une quinzaine d'années, qui aspiraient à devenir justement des pédagogues sociaux, et puis leurs enseignants, quoi, qui avaient 50 d'années, eux ils avaient 15 ans, les autres avaient une cinquantaine d'années. Mais moi, je ne voyais pas de différence dans leur discussion, ça m'avait frappé. Je dis, tiens, c'est intéressant, ça, on voit qu'ils ne sont pas surplombants par rapport aux autres. Alors, au bout d'un moment, il y a un jeune qui sort et il saute, qui me dit « Waouh, c'est formidable, ces genoux !» Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on fait les choses ensemble. En faisant les choses ensemble, on a de l'empathie qui traverse nos relations. Enfin, voilà. On a de l'empathie. Puis en plus, une autre chose, on a la culture du dialogue. Si j'ai bien compris la première, la deuxième, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il veut bien dire par là ?» Alors il explique. Il dit la culture du dialogue, c'est ça. Nous, on parle ensemble, entre nous, et puis, au bout d'un moment, on n'est pas d'accord. Bon, c'est pas grave, on va reprendre le lendemain.
et jusqu'à ce qu'on ait fini le dialogue. Et à la fin, peut-être on n'est pas d'accord tout à fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on en reste là qu'on ne peut pas se séparer pour autant. On va continuer le dialogue dans une autre phase. C'est pas grave. Mais en tout cas, ça dilue les égos. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, bravo, tu m'as enseigné quelque chose. Ils ont 15 ans, moi j'en ai bien plus. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, d'être humble, de savoir apprendre des autres. Les autres, en fait, c'est notre miroir. On n'est pas très différents les uns des autres. On est différents dans nos capacités, on est différents dans nos caractéristiques propres. Mais au niveau justement de ces égos quoi, qui dominent le monde et qui font que dans nos propres associations, on a du mal, eh bien voilà, ça c'est important de bien tenir compte de ça. Parce qu'on ne s'en débarrassera pas du capitalisme, on ne se débarrasse pas de celui-là. Donc l'agora dont je parlais tout à l'heure, j'en reviens là à la démocratie directe et au communalisme qui est proposé par Bookchin, c'est qu'à partir de là, donc la démocratie directe, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va prendre des décisions ensemble, en majorité au départ, ça sera par la majorité, on essaye de parler le plus possible, mais si à un moment ça bloque, on est obligé de prendre des décisions, ce qui n'empêche qu'on ne méprise pas ceux qui sont en minorité, on leur donnera une prochaine opportunité à la fois pour développer. Et ça stimule aussi le débat, quoi. Mais toujours en considérant ce dont je viens parler, des égos, tout ça, quoi. La compétitivité qui est en nous, quoi, en fait. Et puis, la démocratie directe, ça consiste, donc, une fois prises les décisions, de déléguer, il y a un mandaté qui est obligé d'accomplir sous mandat, c'est un mandat impératif, irrévocable à tout moment, s'il n'adopte pas, s'il ne transmet pas les mesures qui sont prises par l'Assemblée. Ça peut être le fait de se coordonner et de voir avec un autre lieu, une autre commune, de quelles décisions on va prendre ensemble. Ça peut être le fait de vouloir décider de créer une coopérative entre les deux qui a quelque chose à voir avec la rivière qui passe par là. Donc c'est une fédération qui va se créer au niveau régional, et on peut appeler ça biorégionalisme, même si c'est une théorie différente, mais qui fait en sorte que, bon, on est tous autour dans un même milieu et on ne respecte pas forcément les données administratives de l'État. Donc on va créer ces institutions politiques qui doivent déboucher obligatoirement sur qui doivent répondre à des besoins sociaux. Parce que si on fait de la politique pour faire du politique, c'est pas la peine. Hein, voilà. Mais c'est dans ce sens que le politique doit aller en parallèle avec, par exemple, la reprise de l'autonomie alimentaire. Essayer de faire en sorte qu'on soit de plus en plus autonome sans être obligé de passer par l'industrie alimentaire, l'agro-industrie qui détruit la planète, en fait, en quelque sorte, qui est une des industries qui détruit la planète. Donc c'est important, ça. Et c'est dans cette dynamique qu'on va créer l'espoir aussi. L'espoir, c'est important. L'espoir se traduit par le faire ensemble. C'est ça, c'est cette empathie dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est important, et c'est aussi l'espoir, c'est aussi d'avoir cet imaginaire qui nous guide et qui sait que c'est possible. Ça devient de plus en plus possible au fur et à mesure qu'on développe ce mouvement. Et le mouvement, justement, communaliste, moi, je me repose sur Bookchin sans penser que je me repose pas seulement. Je veux monter sur Bookchin pour amener quelque chose de plus, comme tout le monde devant le faire. Bookchin, pour moi, c'est un référent. C'est quelqu'un qui a réussi à faire une synthèse. C'est pas un gourou, et je suis pas bookchinien pour rien, quoi. J'ai pas le culte de la personnalité. On ne doit pas l'avoir. En fait, c'est un mauvais hommage qu'on lui rendrait de se dire bookchinien. Parce qu'il faut réaviver sa pensée. Il faut la mettre, il faut l'enrichir à chaque fois. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai écrit ce livre, Agir et c'est maintenant. Mais là, je pourrais encore l'enrichir parce que avec les autres, tous les autres m'apportent des éléments qui me permettent aussi de mieux comprendre le système dans lequel on vit, de mieux comprendre aussi les possibilités que l'on a de développer cette alternative, justement. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va créer un rapport de force entre le mouvement parallèle, ce mouvement parallèle est en tension avec celui de l'État, et l'État lui-même et le capitaliste, de façon à un jour prendre le dessus, basculer, quoi. Alors, évidemment, avec quoi on part? De quoi on part? Ben, on part avec plein de choses qui sont super intéressantes, qui se font actuellement, plein, mais elles sont toutes décoordonnées. Il n'y a pas de coordination parce qu'il n'y a pas d'objectif.
Par exemple, il y a des endroits où on fait de l'autogestion à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, les tentatives de reprendre l'autonomie alimentaire, les tentatives d'avoir des technologies différentes, ajustées justement à nos besoins qui ne dépendent pas de l'industrie. L'atelier paysan, par exemple, qui a écrit son livre Reprendre la terre aux machines, c'est des initiatives super intéressantes. On en parle tous les jours. Des choses. Il y en a qui pensent que parce qu'on suffit de faire des choses, voilà, ça va se faire. Ça va finir. Les gens vont comprendre que c'est bien. Non, c'est pas suffisant. Ce sont des îlots qui sont là, éparpillés. Et c'est pas ça qui va. En fait, les luttes, sans les alternatives, c'est pas intéressant. Et les alternatives sans les luttes, c'est pas intéressant non plus. C'est les deux qui doivent s'unir. Mais pour ça, il faut avoir un objectif. Si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de raison de s'unir. Chacun pense qu'il est en train de faire bien, quoi. Voilà, c'est un peu ça. J'arrête.